deuxième partie de la matinée. Nous reprenons nos travaux avec deux intervenants. Je précise que Moustapha Mekki interviendra juste après la pause déjeuner, puisqu'il ne pouvait pas arriver dès le début de cette matinée. Donc je vous passe la parole sans plus tarder. Je vous propose de commencer par vous présenter parce que c'est vraiment, pour nous un plaisir et une grande curiosité de pouvoir vous entendre ce matin. Merci. Merci, c'est gentil. C'est le son ou l'image, hein. Donc on a choisi l'image, vous aurez le son sans artifice. Alors merci surtout de nous avoir invités. Je m'appelle Bernard Schmitt et je représente ici en fait un collectif associatif, essentiellement des associations environnementalistes, encore que je n'aime pas du tout ce terme-là, peu importe, et associations de consommateurs. Moi j'ai quitté Paris il y a 4 ans pour prendre ma retraite dans un endroit merveilleux qui s'appelle Vittel, et j'ai découvert le monde des multinationales. Alors bienvenue dans le monde de Nestlé, si j'ose dire. Donc, à titre collectif, effectivement, de notre collectif, on a découvert une situation incroyable, qui est une surexploitation de l'abdo, avec la complicité de l'État français. Et à titre individuel, j'ai progressé sur ce dossier en essayant d'avoir une vision internationale du sujet Nestlé, mais c'est celui des multinationales en général. Et là, je reviens passer le mois de novembre dans l'Ontario au Canada, et on a travaillé avec des Américains du Nord, dans le Michigan, la Californie et le Maine en particulier. Donc on a une vision assez globale des pratiques d'une multinationale qui en fait sont les mêmes à peu près partout. D'accord. Et la découverte qu'on a fait en allant habiter Vittel, c'est qu'en fait, on était un territoire colonisé. Donc vous avez bien compris, je ne suis pas juriste, mais je parlerai en tant que militant, tout simplement. Peut-être que les propos que je tiendrai illustreront une partie des éléments qui ont déjà été abordés ce matin. J'ai entendu le terme de s'affaire, de bien commun, etc. Donc on m'a demandé de traiter du cas particulier de quelque chose qui s'appelle AgriVert. Peut-être ça ne vous dit rien du tout. Alors il y a un joke déjà derrière, agri comme agriculture, et vert comme vert, sauf que c'est V-A-I-R, c'est pas les chaussures de Cendrillon, hein, mais c'est le nom d'un ruisseau qui passe dans la plaine des Vosges, près de Vittel. Alors vous voyez que sur cette petite carte que vous avez devant vous, vous avez un petit point rouge dans l'est de la France, c'est là qu'est Vittel. En général, les gens situent Vittel dans le Massif central, et tout ça est une communication qui a été construite par Nestlé et les prédécesseurs pour faire croire que Vittel était dans la montagne et pas du tout dans la plaine. En fait, c'est la plaine, une plaine lorraine avec des vaches, comme on en voit partout. Et les publicités, il y a quelques années, étaient tournées en Nouvelle-Zélande pour donner l'impression de la montagne, de l'eau pure, etc. Tout est construction d'image très très forte. Vous avez en rouge ce qui s'appelle le périmètre de protection des eaux minérales. C'est dans ce territoire, avec Vittel contre Exéville, c'est à 60 km au sud de Nancy et à 40 km à l'ouest d'Épinal, que Nestlé a installé, a racheté en fait des usines d'eau. Il y en a une à Contrexéville et une à Vittel qui sont reliées par des pipelines pour pouvoir basculer les productions. Quand Nestlé parle de son territoire, il dit que son territoire, ce sont les eaux départ de Vittel Grande Source et de Contrex. J'ai vu d'ailleurs en arrivant ici, il y avait des grandes bouteilles de Vittel, c'est la Vittel Grande Source, dans des belles bouteilles plastiques qui étaient installées. Le plastique est un sujet, on y reviendra bien évidemment. Voilà, vous savez mieux. Si on va plus au sud de la France, il y a une deuxième usine qui appartient à Nestlé, c'est Vergès, et c'est Perrier. On verra, il y a d'autres sites de production. En France, c'est les seuls pour Nestlé. Je parle de Nestlé Waters, effectivement. Alors, AgriVert, agriculture petit vert, c'est une filiale de Nestlé Waters. Ça, c'est une chose importante, qui dispose d'un budget d'1 700 000 € par an. Mais on pense, sans en connaître bien la structure, que c'est essentiellement des financements européens. On verra pourquoi. Cette société a été créée en 1990.
pour protéger l'eau, pour protéger la ressource en eau. Ça, c'est le discours de Nestlé. Alors, c'est moi qui écris pour protéger la qualité de l'eau en Montélimar. C'est plus compliqué que ça, parce qu'effectivement, il y a une histoire d'image. Les gens à Vittel ne savent pas quelle eau ils boivent au robinet. Ils pensent sans doute que c'est de l'eau de Vittel, la même qui est vendue sur un marché. Et donc, quand Nestlé dit « je protège la ressource en eau », ça veut dire « je vous protège, vous, citoyens ». Et en fait, les Vittellois ne le savent pas, mais ils boivent une eau qui vient de 300 mètres sous terre, d'une nappe très profonde, que Nestlé exploite, mais que depuis 1990, qu'elle ne vend pas sur le marché français, et qu'elle exporte pour l'essentiel en Allemagne. Grâce aux consommateurs allemands, nous avons fait baisser le chiffre de vente d'eau minérale de cette eau profonde de 40% entre 2018 et 2019, ouvrant une grosse période de crise chez Nestlé, qui va restructurer sa division eau, qui était historiquement basée en France. Nestlé Waters International, c'est à Paris. Donc, en 90, beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés, mais il fallait protéger la qualité de l'eau parce qu'on parlait beaucoup des nitrates et pas encore des pesticides. Donc il fallait protéger cette eau. Comment? En s'accaparant des terres agricoles. Alors ça, c'est une chose assez extraordinaire. La SAFER, derrière laquelle il y a toujours une chambre d'agriculture, hein, on peut dire ça comme ça, la SAFER a été à la manœuvre pour en fait racheter, préempter toutes les terres qui étaient avant. Et Nestlé achetait. Beaucoup d'agriculteurs qui voulaient étendre leur propriété n'ont pas pu le faire, ont été spoliés et ont dû changer de métier. Donc un achat de terre qui fait que le prix de l'hectare, c'est un peu trivial tout ça, hein, mais est passé de 3 000 à 6 000 euros, voire 7 000 euros actuellement, rendant inaccessible à la propriété une grande partie du territoire. Donc à ce jour, Nestlé, à travers sa filiale Agrivert, est propriétaire de 70% de la surface agricole utile, concept, d'accord, ce qui représente 4 500 hectares sur 6 500 hectares agricoles, le reste étant soit occupé par des villes ou des villages et par la forêt. Donc on n'a pas beaucoup d'informations sur la forêt. Bien évidemment, pour quelqu'un qui cherche à avoir de l'eau, la forêt est le meilleur protecteur en termes de pénétration et en termes de lutte contre les pollutions de l'eau. Ensuite, Nestlé, une fois qu'il a acheté ses terres, propose les terres gratuitement à des agriculteurs qui possèdent déjà un petit terrain ou qui n'en possèdent pas, qui viennent s'implanter. Donc, à titre gratuit, c'est intéressant pour eux, évidemment, hein, sous réserve du respect d'un cahier des charges. Et ce cahier des charges a été élaboré historiquement avec l'INRA, en sachant qu'il y a une INRA à Mirecourt, et que donc, notamment, un ingénieur de l'INRA s'est occupé de ce cahier des charges, qui à ce jour regroupe 30 agriculteurs sous contrat. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Alors, ce contrat qui unit Agrivert et les agriculteurs, c'est un prêt à usage, donc comme vous êtes juriste, vous savez mieux que moi, prêt à usage de 30 ans à titre gratuit. Donc prêt à usage, ça veut dire qu'à l'issue du prêt, il n'y a pas de cession évidente, soit aux enfants, etc. On remet en cause le système. Donc le cahier des charges, sans entrer dans des chiffrages, c'est la réduction des nitrates et l'interdiction des pesticides pour améliorer la qualité de l'eau. Et c'est l'élevage qui est imposé pour mettre fin aux cultures qui nécessitent soit de l'irrigation, soit qui nécessitent des traitements type pesticides. Hein. Et bien sûr, interdiction absolue du maïs qui nécessite dans cette région-là d'être irrigué. En outre, Agrivert propose des services gratuits de compostage et d'épandage des déjections. Alors, je vous explique un peu comment ça se passe. C'est un grand confort pour les agriculteurs, en l'occurrence. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gros camions qui viennent, avec une société basée à Lyon qui s'appelle Tardel. Il y a des gros camions qui viennent, qui emportent tout le lisier, qui les amènent dans des grands hangars où on fait composter ce lisier. Et une fois que le lisier est composté, ces mêmes camions vont les pendre dans les prairies. Donc a priori, ça semble assez vertueux. On va y revenir parce que ça n'est pas du tout. Alors, de nombreux partenariats. Initialement, Nestlé a essayé de faire un partenariat avec les agriculteurs.
Et ça n'a pas fonctionné, donc ils ont acheté les terres. D'accord. Ensuite, on a signalé partenariat avec l'INRA, partenariat avec la SAFA, qui a fait, à mon avis, le contre-travail de ce qu'elle devait faire. Elle devait permettre l'implantation d'agriculteurs, etc. Et elle a permis une appropriation, un accaparement quasi monopolistique du territoire par Nestlé. Partenariat avec l'Agence de l'eau, avec l'Office national des forêts. Vous savez que l'ONF a été un grand consommateur de glyphosate. Donc sur ce territoire-là, on n'utilise pas de glyphosate depuis quasiment 1990. Partenariat avec la SNCF, qui a l'habitude de désherber ses voies ferrées avec du glyphosate, quasiment au canon. Hein. Enfin, c'est quelque chose, à la lance à incendie, hein. C'est très très impressionnant. L'Office national des forêts aussi, parce qu'on va dans les détails, c'est parce qu'il y a les tronçonneuses, l'huile de chêne, c'est pas bon pour l'environnement. Donc comme on a le souci de l'environnement, on a des huiles de chêne non polluantes, etc. Ça, on a tous les petits détails. Et puis partenariat avec toutes les collectivités, les mairies, où on a éliminé effectivement le glyphosate depuis bien plus longtemps que le reste du pays. Et puis avec les populations, à titre personnel, comme on a refait la maison familiale, on avait une cuve à fioul qui était enterrée de 5000 litres, et on voulait sortir cette cuve à fioul. Et bien c'est Nestlé qui est venu faire un trou, nous enlever la cuve à fioul de 5000 litres, de nous combler ça avec de la terre. C'est tout juste qu'ils nous ont pas semé la coupe. Hein, et tout ça gratuitement. Donc vision très très positive de la part de la population. Alors les aspects positifs, c'est effectivement peu de pollution de pesticides, quoique on a des réactions qui sont intéressantes, des agriculteurs qui ne se rangent pas sous la bannière Nestlé et qui nous disent « moi je reste en agriculture conventionnelle pour utiliser du glyphosate et embêter Nestlé qui m'a empêché de m'étendre jadis ». Et ça c'est pas marginal du tout dans les territoires. Même si les gens qui sont sous contrat Nestlé s'expriment peu, en général quand ils s'expriment, ils partent rapidement ensuite. C'est le cas d'amis bergers qu'on a qui vont partir en Creuse, parce que Nestlé leur a mené une guerre quasiment impossible à supporter pour eux. Nestlé a financé 40 km de haies, mais vous savez que c'est des haies qu'on a arrachées il y a quelques années grâce à la PAC et aux subventions européennes. Donc Nestlé avait touché des subventions pour arracher des haies, comme tous les agriculteurs, et elle est en train de toucher des subventions pour replanter des haies. 12 000 arbres d'ornement, on va dire, des chênes, etc. Et 30 000 pommiers, parce que là, il y avait un projet industriel de faire des petits pots de pommes pour bébés. Je vous montrerai une photo des pommiers de ce qu'il en reste. Et puis une aide, effectivement, à travers les services dont je vous parlais, d'épandage du lisier, etc., une aide aux agriculteurs qui ont contractualisé. Bon, ça c'est réel. Hein. Il y a des agriculteurs qui ne critiquent pas le système. Hein. Nous, on se fait plutôt les véhicules de ceux qui critiquent le système. Vous avez compris. Alors, les échecs du modèle, il faut en parler quand même. Et on s'appuie non seulement sur le témoignage de plusieurs agriculteurs, mais aussi sur d'anciens de l'INRA. Je pense à Claude et Lydia Bourguignon, qui étaient à l'INRA de Dijon, c'est-à-dire une annexe de l'INRA de Mirco. Vous pouvez envisager les luttes internes qui mettent en cause déjà le fait d'avoir remplacé une polyculture par de l'élevage exclusif. L'avenir est sans doute à la polyculture et pas en monoculture, si j'ose dire. Ensuite, le sujet du tassement des sols. Si vous faites un peu de jardinage, et notamment si vous vous intéressez à la permaculture, vous savez que le premier ennemi, c'est le tassement des sols qui empêche l'eau de pénétrer. Eh bien, les gros camions qui viennent enlever le lisier, le faire composter et les prendre, tassent les sols de façon considérable. Ce qui fait qu'on assiste aujourd'hui à des sols qui sont morts de façon équivalente à si on pratiquait une agriculture conventionnelle avec des pesticides et autres. Il n'y a pas de terre, il n'y a plus de mycorhisation, mais l'eau est protégée. D'accord ? Je pourrais revenir sur ces sols morts, la raison pour laquelle les techniques de compostage utilisées sont nocives, mais c'est un peu technique. Donc si ça intéresse quelqu'un, on en parle et voir en dehors de la séance. Hein, mais on est assez solide sur ce sujet. Du coup, comme les sols sont tassés et sont morts, les vers de terre ne font plus leur travail, hein,
eh bien, il y a une très mauvaise pénétration de l'eau, l'herbe des prairies pousse mal, et du coup, Agriver, Nestlé, a réautorisé l'utilisation de fertilisants pour l'herbe depuis 12 ans. Donc c'est une trace qui est intéressante. Et pour nourrir le bétail, on a quand même là des fermes qui font 500 bêtes, 500 bovins. C'est pas tout à fait une vache, mais c'est pas très très loin. Eh bien, pour nourrir ces troupeaux, Nestlé choisit plutôt d'étendre les territoires herbeux plutôt que de les redistribuer à des nouveaux agriculteurs. Ce qui montre bien qu'on est dans la limite du système. Et puis dans les échecs, c'est le verrouillage de l'accès à la propriété agricole. D'abord, Nestlé choisit ses contractants, d'accord ? Et puis d'autre part, le prix de la propriété fait que si vous êtes un jeune maraîcher qui voulait vivre d'une production de légumes, vous ne pouvez pas acheter quelques hectares pour ce faire. Voilà, là je vous montre une photo quand même des 30 000 pommiers, ça vaut le coup. Le projet c'était un peu de l'arbo-pastoralisme, élever des moutons sous les pommiers. Vous voyez, ces pommiers, ils ont 15 ans. Donc ils vont bientôt être au bout des subventions, ils n'ont jamais porté de pommes. Pour des raisons là aussi d'amateurisme, ils ont été mal conseillés, parce que ça a coûté cher d'implanter tout ça. 2 variétés, alors il aurait fallu une grande diversité, la biodiversité c'est vrai pour les arbres aussi, 2 variétés de pommiers, des mauvais porte-greffes, donc tout ça, ça va crever, ça va être arraché, mais ça a joué son jeu finalement, puisque les subventions sont tombées. Ce sont les amis qui élèvent les moutons sous les pommiers qui vont partir en Creuse, globalement chassés par Nestlé. Alors, ce modèle Agriver, c'est un modèle, peut-être à ne pas suivre, mais c'est un modèle, c'est comme ça que Agriver l'appelle, a commencé donc à Vittel dans les Vosges en 1990, on l'a dit, pour protéger Vittel, grande source, contre Aix et Hello départ, et ça s'appelle Agriver et c'est orienté sur l'élevage. Depuis, on a déployé ce modèle à Vergès, dans le Gard, où on produit Perrier, en 2015. Ça s'appelle Agriver aussi, et ça concerne les vignes et les oliviers principalement. Il y a un projet qui est en train de démarrer depuis 2017 en Belgique, à Étal, là où on produit Valver et Pure Life. Un concept intéressant, Pure Life. Ça commence à venir dans nos... Normalement, c'était l'eau des pauvres, Pure Life, mais c'est en train de venir dans nos stations-service. Vous pouvez regarder ça la prochaine fois que vous arrêterez sur l'auto. C'est une eau normée. Donc, quelle que soit l'eau qu'on retire du sol, on produit la même eau au Pakistan, aux États-Unis, en France, en Belgique, etc. Et là, les ambitions sont, semble-t-il, moindres aujourd'hui. C'est 0 pesticide en entente avec les communes du territoire. Donc, on ne s'est pas lancé dans l'achat de foncier agricole. Et puis, comme on était aussi dans le Maine, à Poland, où on extrait Poland Springwater, ça fait longtemps que les nappes sont vides, mais Nestlé va chercher l'eau plus loin et l'appelle toujours Poland Springwater. Et là, on a commencé en 2019 à acheter des terres agricoles dans l'État. Voilà, donc ça continue. Alors, ce que nous on dit, c'est qu'en fait, Agriver, dont on vient de parler, c'est une pièce d'un puzzle colonial, en l'occurrence Nestlé, mais c'est le même puzzle colonial pour les multinationales, voire les entreprises d'État. Quand vous regardez, pour en avoir parlé avec Aurore Chéniaud il y a quelques mois, quand vous regardez ce qui se passe à Bure avec Londra, vous êtes dans un process de contrôle territorial du même type que celui d'une multinationale, avec l'achat des terres, l'arrosage des populations, le changement de lampadaire, la peinture du monument aux morts, enfin vous connaissez tout ça. Donc, dans ce puzzle colonial, concrètement, sur Vittel, pour y être marié il y a longtemps, en 1975, pour y venir souvent, il y a eu, depuis le rachat par Nestlé, un processus de déculturation. Alors ça, c'est assez fondamental. C'est-à-dire que les sources s'appelaient Eugénie, Impératrice, enfin tout ça, c'était sympathique, ça renvoyait au 19e. Tout a été débaptisé et remplacé par des numéros. Vous avez un grand rond-point qui mène à l'usine de Contrexéville. C'est marqué Nestlé BRE. Personne ne sait ce que veut dire BRE.
Mais tout le monde dit, on se donne rendez-vous au Breu. D'accord? Donc tout est de ce tonneau-là. Les quais d'embarquement, c'est NOR-NOMP22. Quand le directeur de Nestlé Waters, France ou Monde, vient à Vittel donner une interview aux journalistes, il parle en anglais. Alors qu'en général, il est italien. Il parle en anglais, il a toutes les marques d'eau de Perrier derrière lui, et il boit Perrier. Voilà, on est à Vittel. Il est chez lui, vous n'êtes pas chez vous. Deuxième élément du puzzle, c'est bien sûr la robotisation. Robotisation à outrance. Hein. En 1975, il y avait 4500 emplois. Il en reste 900, dont 150 emplois précaires. Et un dirigeant de Nestlé qui ne me connaissait pas à l'époque, était gentil, m'a dit notre cible c'est 250, 300. Revenant de l'Ontario, dans les usines Nestlé, près de Guelph, on extrait à peu près les mêmes quantités d'eau qu'à Vittel, il y a 50 emplois. Donc nous on essaye de persuader les Vittellois qu'il faut arrêter avec ce commerce de l'eau, parce que non seulement ils n'auront plus d'emploi, ça c'est sûr, mais ils n'auront plus d'eau. C'est une certitude aussi. Bien sûr, une augmentation de l'exportation. Pourquoi? C'est à Vittel qu'a été inventée la bouteille plastique pour l'eau. Vous vous en souviendrez. À l'époque, le PDG de Nestlé, c'était une affaire familiale en fait, avait des partenariats avec le Sieur. Alors, tous les moins jeunes d'entre nous, on se souvient qu'à l'époque, on mettait l'huile et le vinaigre en bouteille plastique. Mais pas le reste. Il y avait aussi du vin qui se mettait en bouteille plastique. Et Air France a demandé au PDG de la société ESSO si c'était pas possible d'avoir des trucs plus légers pour les avions, et donc ils ont eu l'idée effectivement de mettre l'eau en bouteille plastique. Vous voyez bien les conséquences du plastique, en dehors du sujet de la pollution qui est majeur, mais c'est que ça permet à l'eau de voyager dans le monde entier. Auparavant, c'était des bouteilles de verre, c'était lourd, il y avait des coûts de transport considérables, des coûts industriels aussi, de collecte, de lavage, etc. Donc la diffusion mondiale de l'eau en bouteille a été possible grâce au plastique. Pour ceux qui voyagent un peu dans les pays du sud-est asiatique, c'est une évidence. Hein, vous n'avez pas d'accès à l'eau potable, tous les foyers ont des gros bidons en plastique, etc. Donc, possibilité d'augmenter l'exportation, ce qui fait que à Vittel, on produisait en 1975 400 millions de bouteilles, d'accord, de colle, on dit comme ça, parce que c'est les colles qui sont taxées, vous savez ça. Et aujourd'hui, on est à 1,6 milliard. Changer de galaxie. Quand vous regardez l'équilibre emploi-production, vous avez compris. Et plus je produis, plus je peux automatiser et plus je peux réduire l'emploi. Alors, ensuite, il y a le sujet du lobbying. Ça, c'est bien sûr toutes les multinationales font ça, pas que les multinationales, mais surtout. En fait, j'aurais bien écrit le terme de corruption. Nous, on a un seul média vosgien écrit, il appartient quasiment, enfin c'est le Crédit Mutuel, mais c'est quasiment, c'est Nestlé. On a gardé une agence à Vittel, alors qu'on est en train de supprimer l'agence d'Épinal, mais l'agence de Vittel va rester pour communiquer tous les jours sur Nestlé, sur ce que Nestlé fait bien. Et puis corruption des élus, on s'est d'ailleurs associé avec l'association Anticorps qui a fait un signalement au procureur de la République. On a quand même une personnalité politique qui était présidente de la commission locale de l'eau en tant que conseillère départementale, adjointe au maire de Vittel et épouse d'un cadre dirigeant de Nestlé Waters, et qui avait porté des projets de restriction d'eau à la population pour permettre à Nestlé d'en bouteiller plus. Donc on sait qu'elle va passer en jugement, ce sera sans doute après les municipales. C'est une affaire judiciaire qui dure depuis 3 ans, et elle va plaider coupable. Les juristes m'éclaireront, mais on a appris par le procureur de la République que si on plaidait coupable, on pouvait avoir un procès à huis clos. Donc ça doit être la raison du plaider coupable. Et donc le procureur qui a envie que l'affaire quand même aille à son terme nous a conseillé, avec Anticorps, de faire un nouveau signalement de façon à ce qu'il puisse joindre ces affaires et ne pas juger à huis clos. Je ne sais pas ce que vaut cette explication. Voilà. Et puis lobbying auprès de la population, en particulier grâce à une association, elle s'appelle comme ça, loi 1901, qui s'appelle la Vigie de l'eau, qui a été fondée par un directeur de l'embouteillage de l'usine Nestlé,
qui comporte 8 membres actifs ou anciens de chez Nestlé sur 11 membres du conseil d'administration. Et cette Vigilo était d'ailleurs porteuse du schéma d'aménagement et de la gestion de l'eau pour la commission locale de l'eau d'Épinal. Et par ailleurs, elle est agréée par l'éducation nationale pour aller dans les écoles. Donc on va dans les écoles, on apprend à boire de l'eau tous les jours dans des belles bouteilles plastiques qu'on a vu dans le coin là-bas, c'est bien. Donc un travail intense, pédagogique et scientifique auprès des enfants. On a découvert aussi par nos voyages, puisqu'on travaille avec les anti-Nestlé du monde entier, qu'il y avait des camps d'été organisés par la Vigilo en Suisse et puis dans le Michigan aux États-Unis. Voilà. Donc vous avez là un gigantesque lobby de l'eau qui est en œuvre. Donc on en oublierait presque qu'on a une pollution plastique mondiale, grâce à Agriver qui nous donne une image séduisante. Ça fait passer la pollution plastique mondiale, et puis ça fait passer l'idée qu'on surexploite l'eau aussi. Donc les gens ne sont pas vigilants, mais ça se comprend. Alors, moi ce que je voulais dire très simplement en conclusion, c'est que Agriver, Nestlé dit protéger la ressource en eau, en fait il protège l'eau de Nestlé, ça c'est une réalité. Et j'affirme au détriment de l'environnement. Donc on est dans une claire démarche de verdissage, de greenwashing, malgré tous les éléments qui peuvent apparaître favorables. Et donc, je pense qu'il y a des mouvements internationaux qui sont en train de bouger fortement. Des Américains et des Canadiens sont venus à Vittel au mois de février dernier. Nous sommes allés au Canada et aux USA au mois de novembre. Ils reviendront pour faire des actions intéressantes en Suisse, parce que le gouvernement suisse est fortement lié à la multinationale Nestlé. Et nous aurons des actions aussi sur l'Est de la France et sans doute à Paris, lors de la Journée mondiale de l'eau qui se situe tous les ans, le 22 mars. Voilà, je vous remercie.